Super. C'est bon. Je vais le petit mot. OK. Et ben, on commence avec Pomme. Pomme, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour, donc je m'appelle Pomme Montfort, je suis designer, je suis intégrée au service innovation de la direction prospective du département Loire-Atlantique. Donc, je travaille dans la collectivité département et j'accompagne les directions opérationnelles sur des missions de design de services publics, voilà, suivant leurs demandes. Merci. Cécile, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Voilà. Est-ce On que ne t'entend Cécile, pas parler. Ouais. tu es toujours avec... Ah, il y a ton micro qui est coupé. Désolée. Hello. Donc, je suis Cécile Tijoux, designer au sein du DIOB, qui est une cellule d'innovation touristique, donc fait partie du département du tourisme et du patrimoine, et plus globalement au sein de la région Bretagne. Top. Anaïs, à toi, je te donne la parole. Bonjour, donc je suis Anaïs Triolaire et je suis designer au sein du laboratoire d'innovation publique de la région Sud. Je suis intégrée au sein d'un service qui s'appelle Smart Région, qui traite les questions d'innovation au sens large et dans lequel moi je traite plutôt la question de l'innovation centrée usager. OK. Et Alexandra? Donc, bonjour, moi je suis Alexandra Douine et je travaille à la métropole de Lyon. Je suis à la direction innovation numérique système d'information et plus exactement, je suis intégrée dans un service qui développe les services numériques. Et j'expliquerai un peu plus tard, mais je travaille principalement avec des chefs de projet, donc je les accompagne sur toutes les étapes du design de service. OK. Merci les filles. Bienvenue du coup. Premier chapitre. Comment ta collectivité intègre-t-elle le design? Par exemple, Pomme, on va reprendre ce sens-là. Toi, c'est quoi ta vision du design? Et selon toi, comment ta collectivité, elle définit ton métier? Alors, déjà, je vais juste expliquer où est placé le design dans la collectivité. Donc, nous, le design est intégré donc, au service innovation dans une direction prospective qui est rattachée, alors c'est un peu technique, hein, au secrétariat général. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans les directions opérationnelles, mais qu'on est rattaché vraiment à un point assez stratégique. L'idée, c'est qu'on puisse aider à prendre des décisions et à être force de proposition. Et alors, moi, après, plus sur mon métier, moi, je mène des démarches de design de service pour répondre à des problématiques qui ont été soulevées dans les directions opérationnelles. Donc, au département, les directions opérationnelles sont des directions qui s'occupent des problèmes liés à l'enfance, à la toute petite enfance, avec tout ce qui est PMI, aide sociale à l'enfance. Il y a des questions sur le handicap. On travaille beaucoup, vous le verrez, sur les collèges. Voilà, donc ça dépend en fonction des compétences du département, qui sont les mêmes pour tous les départements français. Moi, j'accompagne les directions qui le souhaitent à répondre à des problématiques. Donc, je rentrerai un peu plus dans le détail sur un projet. Et donc, notre point de départ, c'est toujours de partir vraiment des usages, d'analyser les usages, d'aller sur le terrain, d'être en contact avec les usagers pour trouver des points d'amélioration des différents services publics que la collectivité rend aux usagers. OK. Et du coup, selon toi, c'est quoi les limites de ton poste au sein de ta structure? Est-ce qu'il y a des limites en termes de formation, d'outils, de projets, de vocabulaire? La limite, c'est que je suis toute seule avec une apprentie pour l'ensemble des agents. Donc forcément, on ne peut pas du tout répondre à l'ensemble des sollicitations. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, moi, je travaille beaucoup sur les collèges en ce moment et se pose, une fois qu'on a fait une démarche et une fois qu'on a fait des propositions, la question, c'est comment on arrive vraiment à déployer sur l'ensemble des 83 collèges du département, par exemple, du département Loire-Atlantique, les propositions qu'on a faites pour améliorer. Je vous présenterai un peu plus tard un projet sur les sanitaires des collèges. Voilà, comment est-ce qu'on arrive après à travailler avec tous les maîtres d'œuvre, avec les différentes directions des collèges pour faire avancer ce point-là. Donc, on a une grosse question sur la réplicabilité de nos projets. Ça, c'est vraiment un peu les limites aujourd'hui. Et puis, bien sûr, le fait que je suis toute seule. Donc, OK. Et justement, comment tu travailles du coup avec des non-designers au quotidien? Vu que si tu es la seule, peut-être la seule designeuse, pas designer,
Par exemple, tes maîtres d'ouvrage, c'est ça, ou maîtres d'œuvre? Comment Alors, tu ouais. bosses avec eux? Alors, les maîtres d'œuvre, c'est ceux qui sont, par exemple, c'est des architectes ou des paysagistes qui répondent à des commandes de la maîtrise d'ouvrage et nous, on représente la maîtrise d'ouvrage en tant que département. Alors après, comment je travaille, c'est un très, très gros travail d'acculturation. C'est-à-dire qu'en permanence, j'explique ce que c'est que le design, j'explique la méthode de design de service, partir des usages. J'explique aussi beaucoup le résultat, le livrable. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'usage, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une partie importante de mon travail. Je fais beaucoup de réunions pour présenter à la fois le métier et à la fois les démarches qu'on met en œuvre. Et ensuite, par contre, il y a un point qui est très positif, c'est dans la démarche de design de service, il y a une phase d'immersion, mais il y a une deuxième phase qui est plutôt une phase de co-conception. Et ces temps où on est tous ensemble, ce sont des temps assez transversales où on réunit tous les agents de la collectivité et on peut aussi réunir des élèves de collège, enfin, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et ces temps-là où on travaille ensemble, on réfléchit à une problématique, sont des temps d'acculturation au design en fait aussi. Et ça leur permet de comprendre les méthodes et les projets. Donc ça, c'est vraiment, en plus d'être un outil de conception, c'est-à-dire où on va recueillir de la donnée pour après affiner notre conception, enfin la conception que le designer va faire. Ça permet aussi en fait d'acculturer les gens qui participent aux ateliers à la méthode et à l'intérêt du design de service. Ok. Et du coup, tu dirais que ça a été quoi le déclic pour les agents et les agents de ta collectivité pour s'intéresser au design ou pour pouvoir créer ton poste, par exemple? Alors, mon poste, je trouve que ça fait en fait 10 ans qu'il y a un poste d'apprenti. Donc, il y a eu longtemps, c'est plutôt des filles, donc longtemps des apprentis qui étaient intégrés au service innovation. Et mon poste, il a 2 ans. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a eu un long cheminement. Ça fait quand même longtemps que le design est intégré dans la collectivité département Loire-Atlantique. Et après, je pense qu'un des nous, vraiment, c'est grâce aux projets concrets qu'on avance sur et qu'on prouve l'intérêt en fait du design dans cette collectivité-là, en tout cas. D'accord, ok. Cécile, je vais te poser les mêmes questions. Est-ce que tu vas rebondir sur en même temps des éléments qu'a cité Pomme déjà? Par exemple, ta vision du design, est-ce qu'elle est proche ou loin Ouais. de celle qu'a proposée Cécile et ta collectivité, elle la définit comment, elle, ton métier? Elle le définit comment? Alors, je pense que ouais, je vais rejoindre un peu ce que Pam a dit avec toute cette vision centrée usager, mais on a aussi tout l'écosystème qui est sollicité autour de l'usager. Je vais prendre un exemple, par exemple, dans le tourisme, si on travaille sur un projet autour de la restauration, euh, on va autant travailler sur on va dire, le service final à destination de l'usager et du touriste, mais aussi la personne qui va concevoir ce produit, donc ça peut être le restaurateur, mais aussi les personnes qui vont fournir la matière première au restaurateur. Donc c'est vraiment essayer de prendre en compte tous les protagonistes qui sont liés au projet et d'avoir, on va dire, un cercle vertueux, notamment lié aux transitions actuelles pour concevoir le projet. Donc c'est vraiment ça, en tout cas, la vision du design qu'on peut avoir, c'est tout cet écosystème-là qui est pris en considération. Et au sein de ma collectivité, donc au sein de mon équipe, la vision du design, c'est cette vision-là, puisque c'est la vision qu'on porte nous au sein de notre équipe. Au sein de la collectivité, je vais rejoindre le CIPOM, c'est un gros travail d'acculturation, d'expliquer ce qu'on fait, puisque design, c'est aussi un mot qui est assez, on va dire, ouvert et on peut y mettre beaucoup euh, de choses, c'est-à-dire on penser à du design produit, du design graphique, du design d'espace, etc., design de service. Et c'est vrai que pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des designers, des fois, c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qu'on fait et de nous limiter ou nous mettre dans des boîtes, quoi. D'accord. Et du coup, tu parlais de faire attention à ne pas se mettre dans les boîtes, mais c'est quoi les lignes de ton poste au sein de ta structure? Est-ce qu'il y en a déjà ou est-ce qu'il n'y en a plus? Alors, je pense que j'ai quand même de la chance parce que je suis dans une équipe qui est très active et qui fait en sorte de faire bouger les choses. Par contre, les limites qu'on peut retrouver, on va dire que c'est un peu l'inertie. Alors, je pense que l'inertie, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, par exemple, dans le privé. Il faut vraiment faire avec le temps, les contraintes. On va peut-être moins facilement travailler en mode start-up à vouloir changer et puis avoir des actions très rapidement. On peut vraiment prendre en compte ce temps, en fait, dans les projets. Et ouais, ça peut être une limite auquel on est confronté assez régulièrement.
Ok. Et du coup, comment tu travailles avec des non-designers? Est-ce que tu travailles avec que des gens acculturés au design, designers, designeuses, qui ont été formés, par exemple, ou qui s'y forment? Alors, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si mes collègues, je peux les appeler des non-designers, puisqu'ils sont vraiment acculturés. Il y en a même qui ont pu faire des formations. On est une équipe, on va dire, qui est pluridisciplinaire et complémentaire sur plein de choses. Donc, c'est vraiment très enrichissant de pouvoir travailler sur des projets, sur la méthodo. C'est challengeant aussi. Donc, ouais, ça, sur ce point-là, c'est vraiment intéressant. Et donc, au sein de notre équipe, nous, on est quatre, donc de la Civil Hub, fait partie du service du département du tourisme et du patrimoine, qui, lui, compte une dizaine de personnes qui, eux, sont peut-être moins culturés au design. Et encore, il y a des personnes qui ont vraiment cette envie et cette envie de découvrir ce que c'est le design, la méthode, etc. Et eux-mêmes de les appliquer à leurs projets. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà, ouais, c'est vraiment un travail d'échange, d'écoute. Et je pense que nous aussi, en tant que designer, on a des choses à apprendre de nos collègues et c'est très complémentaire. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a un déclic sinon pour tes collègues qui ne sont pas si éloignés de toi? Est-ce qu'il y a un déclic pour la collectivité ou tes collègues pour s'intéresser au design ou essayer de pratiquer plus en profondeur? Je pense que c'est vraiment quand… En tout cas, je pense que les personnes, ils ont besoin de comprendre des choses par des faits ou participer à des ateliers pour comprendre jusqu'où on va dans le design, quels sont les éléments qu'on va mettre en avant et aussi quels sont les projets qu'on va créer et qui vont vraiment apporter de la valeur et finalement qui vont répondre à des problématiques auxquelles ces personnes peuvent être confrontées. Et c'est vraiment par l'exemple que les personnes vont se rendre compte de ce que le design peut apporter. Et ouais, notamment durant les ateliers où au début, on peut avoir des personnes qui sont un peu réticentes. Et finalement, à la fin de l'atelier, c'est limite ces personnes-là qui vont venir driver un peu les groupes. Et ça, c'est intéressant. Ok, d'accord. Et Anaïs, je me tourne maintenant vers toi. Toi, c'est quoi ta vision du design, ta collectivité, comment elle définirait ton métier selon toi? Alors, moi, je pense que le design est vraiment perçu comme un levier de transformation des collectivités, d'une part en tout cas, c'est le cas à la région Sud, d'une part pour transformer notre rapport aux usagers, en essayant de mieux prendre en compte leurs besoins, leurs attentes, mais aussi réfléchir au futur avec toutes les problématiques actuelles et puis la question des transitions, comme le disaient Pomme et Cécile. Et d'autre part, pour transformer les modes de faire en interne, c'est-à-dire les modes de collaboration, favoriser la transversalité, favoriser la compréhension entre les acteurs et notamment les acteurs de notre écosystème quand on travaille avec nos partenaires de terrain ou nos partenaires institutionnels, par exemple. Faire appel, par exemple, à la figure de l'usager quand on travaille en intercollectivité ou en interinstitution, ça permet aussi de transcender les clivages et d'éviter que chacun défende son précaré, mais œuvre pour l'intérêt public et l'intérêt de l'usager. Donc, le design est vraiment perçu comme un levier de transformation, ce qui n'était pas forcément le cas au début, où on était plus perçu comme vraiment uniquement le côté usager, améliorer le service public auprès des usagers. En fait, c'est beaucoup plus vaste les effets que permet le design sur une collectivité. Ok. Et Alexandra, toi, tu en penses quoi de cette vision-là du design qui irait rééquilibrer et remettre tout le monde au même niveau pour les intérêts des usagers et usagères? Est-ce que c'est une vision que partage la collectivité ou que tu arrives à mettre en place, toi? C'est une vision que déjà, personnellement, forcément, je rejoins. Au niveau de ma collectivité, je pense que c'est comme ça que le design est perçu ou commence à être perçu. Je dirais qu'en fait, c'est assez différent d'une direction à une autre et d'un interlocuteur à un autre aussi, en fait. On a globalement cette vision-là, mais on a encore des limites selon les connaissances de chacun. Et aussi, la grosse limite aussi, ça va être au final, même si on perçoit cette plus-value du design, certaines fois, ça va être difficile de le mettre en œuvre et c'est au niveau finalement des process et des méthodologies qu'on va avoir des grosses limites aussi. Ok. Et justement, c'est quoi les limites de ton poste, toi, Alexandra, aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, ça rejoint plutôt ce qu'a dit Pomme. Je suis toute seule en fait sur un poste de designer. Alors, dans mon service, il y a des designers dans d'autres directions, dans d'autres services, même s'il reste peu. Il y en a beaucoup qui sont plutôt sur des postes de graphiste ou d'infographiste plutôt que de designer de service.
Donc, je dirais que la grosse limite, elle est là, c'est qu'en fait, je suis seule sur mon poste. J'ai quand même la possibilité d'avoir un renfort via un apprenti tous les ans. On reprend un apprenti et en fait, moi, j'ai démarré en tant qu'apprenti également. Donc, c'est un peu ça la limite. Alors après, ça commence à bouger un peu parce que moi, personnellement, j'ai réussi à avoir un poste plus terrain. Ça fait 2-3 ans que je suis sur mon poste. Et surtout, on commence aussi à avoir d'autres compétences comme je travaille pas mal avec un psychologue social qui a rejoint, alors pareil, qui a eu un poste très précaire au début, qui va commencer à être sur un poste un peu plus permanent. Et ça, je dirais que c'est quand même, au-delà de la limite, un avantage aussi, ça commence à bouger. Et c'est une compétence qui est très complémentaire. Il va s'occuper notamment beaucoup de tout ce qui est expérimentation, de tests usagers. Et même si c'est quelque chose qu'on intègre dans les méthodes de design, c'est très complémentaire. Et lui, il a tout un apport aussi théorique qu'il a appris dans sa formation, qui est complètement, qui est un apport énorme en fait. Ok, hyper intéressant. Je vais te poser des questions juste après. Anaïs, toi, par rapport au... Est-ce que tu as les mêmes problématiques qu'Alexandra, sachant que toi, je ne sais pas si tu es toute seule dans ton équipe ou pas pour tes projets. Alors, nous, concrètement parlant, on est 2 au niveau du labo, mais je suis la seule designer. J'ai une chef de projet innovation publique avec moi. Et on a de temps en temps apprentis ou stagiaires au sein de notre service. Donc, on retrouve effectivement les mêmes limites que Pomme et Alexandra, c'est-à-dire qu'on est quand même très peu pour faire ça, mais on commence à voir certaines particularités se dégager parmi les services, et notamment le fait qu'ils prennent eux-mêmes des stagiaires en design sans forcément passer par nous qui avons l'approche transversale. Et donc, c'est le cas de Chloé que j'ai vu parmi les participants, qui est intégrée au sein d'un service et qui, du coup, travaille à 100% sur le thème du service. Et ça change tout par rapport au fait de faire appel à l'équipe transversale qui est dispo que par-ci par-là, mais que ces 2 mois-là dans l'année, parce que le reste du temps, elle a d'autres projets, etc. Le fait d'avoir des personnes qui sont vraiment dédiées à une thématique, ça change tout sur la perception du service de cette compétence, et le fait de potentiellement la mobiliser à long terme, c'est-à-dire l'intégrer comme une compétence essentielle au sein de chaque service. D'accord. Et du coup, au sein de chaque service, est-ce que vous travaillez, Alexandra et Anaïs, avec des personnes qui sont pas designers au quotidien, mais qui vous soutiennent, vous apportent et vous alimentent? Du coup, toi, Alexandra, tu parlais du psychologue social. Il y a d'autres personnes dans ton équipe, ou Anaïs, tu as aussi d'autres métiers auxquels on ne penserait pas là tout de suite? Alors nous, on a une équipe qui est spécialisée innovation publique, innovation au sens large. On est une vingtaine en tout. Donc on va avoir aussi bien des spécialistes de la donnée, des spécialistes de l'intelligence artificielle, d'autres qui vont plutôt travailler sur les questions d'open innovation. Et tous ces éléments-là concourent à transformer la collectivité. Ce qui fait qu'au sein de mon équipe proche, la vingtaine de personnes qui constituent le service Smart Région, il n'y a aucun problème à connaître le design. Ils ont pour la plupart suivi des formations, même légères, en tout cas au design. Ils le pratiquent eux aussi dans la mesure du possible. En tout cas, ils le comprennent. Et du coup, ils savent quand faire appel au designer et quand ce n'est pas forcément la peine. Et donc, du coup, maintenant, la plupart des projets passent par cette étape-là, cette étape en tout cas de l'exploration des besoins des usagers. Et donc, du coup, cette équipe proche, en tout cas, maîtrise bien au moins le process, la méthodologie et les apports que ça peut leur permettre sur leur propre projet. Ok. Alexandra, est-ce que tu veux rebondir? Ouais, moi, en fait, au niveau de mon service même, au niveau des compétences, c'est principalement des chefs de projet, donc qui ont des profils très différents. Ça va des personnes qui sont issues de Sciences Po à des ingénieurs issus de l'INSA, par exemple. Et donc, eux, ils n'ont pas forcément eu des formations liées au design. Par contre, effectivement, ils vont s'y intéresser plus ou moins de près. Il y en a qui vont faire des petites formations qui vont leur permettre de s'acculturer à ça. Il y en a qui, finalement, ils touchent à peine. Et c'est pour ça que le travail d'acculturation, il est hyper important vis-à-vis de l'apprenti qui vient ou le mien. Et des chefs de projet, finalement, qui commencent à y toucher aussi plus ou moins. Et on a aussi des profils de développeurs.
Donc au final, chaque personne a plutôt sa vision du design assez différente, même si sur l'équipe proche, pareil, on commence quand même à avoir des personnes qui sont bien sensibilisées et qui touchent de plus en plus. Mais du coup, d'un chef de projet à un autre, en fait, moi, j'apporte des méthodos, j'apporte des outils, mais d'un chef de projet à un autre, je vais avoir un apport très différent. Il y a des personnes qui vont me connaître et qui vont me maîtriser plutôt pas mal, et je vais avoir une place assez importante dans le projet. Et en même temps, il y en a d'autres qui vont pas du tout connaître, donc qui vont me solliciter sur une mission très ponctuelle. Et puis finalement, par acculturation, je vais leur montrer quel autre rapport on peut avoir et comment on va pouvoir apporter nos compétences pour faire avancer le projet. Mais toujours dans cette limite que comme on est finalement que un, de temps en temps deux, alors on peut pas accompagner tous les projets sur toutes les étapes d'un service, quoi. Ok. Et du coup, par rapport, est-ce qu'en termes de déclic, vous, dans les collectivités, en fait, à quel moment elles sont intéressées, Anaïs et Alexandra, à quel moment vos collectivités, elles se sont intéressées au design ou elles se sont dit, on a peut-être des lacunes, ce serait intéressant de confier cette tâche à quelqu'un à un poste. Il y a eu un déclic particulier, vous vous connaissez, ou alors est-ce que je dis, vous êtes encore témoin d'un déclic auprès des collègues ou des directions, comme Cécile en atelier, par exemple, à la fin d'un proto ou d'une réflexion? Alors pour ma part, en fait, la petite particularité, c'est que le design a toujours été porté par la direction qui s'occupe de l'économie. D'une réflexion toute simple au départ, c'était en 2010, le fait de se dire, on essaye de dire aux entreprises de faire du design, que le design peut leur apporter une plus-value, peut même être un gain économique, un investissement vraiment intéressant pour elles et pour les clients qu'elles visent. Mais en fait, on ne s'applique pas à nous-mêmes ce processus. Et alors que nous aussi, on a des usagers et nous aussi, on aurait intérêt quand même à se préoccuper de leurs attentes. Et donc, du coup, la région Sud a commencé à s'intéresser à cette question du design voilà, vers 2010 à peu près, en se disant, voilà, il faut que, pour montrer l'exemple, il faut que nous aussi, on le fasse. Et c'est dans cette perspective qu'ils ont d'abord intégré le programme de la Transfo mené par la 27e région, puis qu'ils m'ont embauché pour continuer ce travail-là en interne. De mon côté, je ne saurais pas dire quand est-ce que le déclic a existé. Je pense que, alors en fait, la métropole, il y a un statut particulier, c'est que ça a été la fusion du département et de la communauté urbaine. Donc ça s'est fait en 2010. Et je pense que du coup, donc mon service, lui, il est récent, puisqu'il a été créé en fait en 2010, quand c'est devenu vraiment la métropole de Lyon. Et je pense qu'il y a eu déjà au début sans parler forcément de déclic, mais un début d'acculturation au design parce que à la fusion donc du département et de la communauté urbaine, mon service a pu du coup se rapprocher d'un service qui s'appelle Erasme et qui est dans la même direction et qui eux intégraient des designers depuis très longtemps. Et je pense que déjà ça leur a permis de se rapprocher de cette compétence, de mieux comprendre et de mieux connaître. Et finalement, le déclic, c'est quand ils ont commencé à vouloir prendre un apprenti. Donc, ça date il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est moi qui ai été la première apprentie. Donc, je dirais que ça fait peut-être 4-5 ans qu'ils sont vraiment lancés à prendre un apprenti. Et je pense que le déclic, il a été là, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marchait bien dans l'autre service. Eux, ils prenaient un apprenti depuis déjà 2-3 ans avant eux. Et je pense que c'est ça qui les a poussés, c'est de voir que ça marchait dans un autre service et que ça pouvait apporter des choses. Donc, comme ça a fait ses preuves, ils se sont lancés et ils ont pris un apprenti. Et justement, quand vous êtes plusieurs à dire que les gens au début sont un peu sceptiques et du coup, c'est lorsqu'ils voient que quelque chose marche ou en tout cas débloque une situation. Mais c'est quoi quelque chose qui marche? C'est en atelier ou en réflexion ou sur un projet, à quel moment on comprend que le design, une méthodologie, t'a aidé à débloquer une situation? Je pose la question à toutes les quatre. Laquelle de vous, vous commencez à prendre la parole? C'est très ouvert. Mais c'est quoi un truc qui marche bien pour le design? Je pense que l'étape de retourner sur le terrain est une étape qui est assez importante pour des agents qui n'ont plus pris l'habitude de faire ça, qui se faisaient peut-être une idée que c'était ça leur métier, mais qui dans les faits le font pas en fait, pour des questions de temps, pour des questions d'organisation, et puis même des questions des fois de peur. C'est pas forcément simple d'aller se confronter à ces usagers. Et moi, l'impression sur les éléments les plus marquants, c'est quand on emmène nos collègues rencontrer les usagers. Et là, en général, il y a vraiment un effet
se dire, ah, en fait, c'est ça mon vrai métier, c'est d'écouter les usagers, de les comprendre et de faire des choses qui marchent pour eux. Selon moi, ça, c'est vraiment l'effet le plus transformateur. Après, il y a les ateliers, des fois, qui se passent bien et qui font que c'est enthousiasmant parce qu'on a été créatif, etc. Mais ce qui marche le mieux, c'est vraiment d'emmener les gens avec nous à la rencontre des usagers. Ok. Et ça fait penser à toi, Pomme, dans la maîtrise d'ouvrage ou maître d'ouvrage. Je sais qu'il y en a un qui n'est pas le bon. Ça se trouve les deux. Bon. Si, c'est bon, la maîtrise d'ouvrage, du coup, c'est ça? Toi, Oui. ouais. Comment tu arrives à les embarquer, du coup, sur le projet? Parce que je suppose que tu passes beaucoup de temps sur le terrain avec eux et du coup, à pratiquer, à échanger, à réfléchir, à investiguer. Toi, tu as le déclic dès le début ou tu n'as pas du tout de scepticisme, de réserve, ça se trouve dès le début? Si, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours compliqué de venir un peu en rupture de traditions installées depuis longtemps. Donc, je pense que c'est ça le plus dur, c'est de ce que disait Anaïs, hein, d'embarquer les agents dans une autre façon de faire, quoi. Et ça, voilà, ça, c'est toujours. Alors, il y en a qui sont toujours très enthousiastes, c'est assez variable, hein. Il y en a qui ont envie de changement, tout ça. Et après, juste pour revenir sur qu'est-ce que c'est quelque chose qui marche, je pense que c'est quand on a un retour des usagers hyper positif, quoi. Voilà, où ils disent bah là, ah ouais, mais là, vous avez facilité l'accès à ce service public, quelle que soit la notion de service public, quoi. Et donc voilà, enfin, je pense que c'est, en tout cas, pour nous, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que il faut prendre le temps de faire un retour d'expérience, il faut prendre le temps de retourner sur le terrain pour voir. Les usagers s'approprient la chose aussi. Donc, ça prend du temps, quoi. On peut pas, en tout cas, nous, au département, on travaille vraiment sur c'est des projets assez longs. Du coup, on ne peut pas avoir un retour d'expérience comme ça. Voilà, il faut qu'on ait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que ce soit des postes qui soient installés dans la longueur, parce qu'en fait, il me semble que il y a la démarche projet qui prend son temps, et puis après, il y a comment est-ce qu'on arrive à qualifier ce qu'on a réussi à produire pour faciliter un usage ou un service public. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire, mais du coup, j'ai oublié tes questions. Mais je voulais rebondir sur un point d'Anaïs et d'Alexandra. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait le même poste, puisque moi, je n'accompagne pas des chefs de projet, mais en fait, je suis moi-même un chef de projet. Donc, c'est un peu la différence, c'est que du coup, on me confie une mission, une direction me confie une mission, et je suis chef de projet sur un projet. Du coup, j'ai moins cette transversalité qu'elles ont à travailler avec d'autres compétences qui sont déjà intégrées, souvent dans le numérique pour Alexandra et Anaïs. Et donc, en fait, moi, je constitue un groupe projet. C'est moi qui le constitue en réflexion avec mon chef de service et tout, et qui intègre les compétences nécessaires. Donc, nous, on travaille aussi, par exemple, avec des sociologues, mais qui sont externes au département et qu'on recrute pour m'accompagner sur une mission. Pareil avec des agents peut-être des directions du patrimoine immobilier, des choses comme ça qui m'accompagnent et qui font partie de la réflexion, parce que c'est toujours très transversal, le design. Mais je travaille moins sur des petits projets comme ça. Mais là, je pense qu'on est déjà dans la deuxième partie un peu. Mais si je peux rebondir là-dessus, tu touches un point en fait. C'est qu'à la fois, avoir un designer qui a une posture transversale, c'est super important, mais c'est là aussi où ça constitue la limite. Parce qu'effectivement, moi, j'ai une autre designer que je connais, mais qui est rattachée à une autre direction et qui, elle, va être dédiée à un projet. Elle a cette posture de chef de projet. Là où moi, j'ai plutôt une posture à la fois de faire et d'accompagnement, mais comme j'ai mon poste qui est transversal, bah forcément, là où on veut intégrer un processus et des méthodos qui sont sur toute une longueur, parce que ça va de l'immersion à l'industrialisation d'un service, bah, en fait, on a toutes ces limites parce que si on veut faire ça, il faut bien un designer dédié à un projet. C'est impossible de faire toutes ces étapes sur tous les projets, en fait, surtout quand on est si peu dans une équipe. Ouais, il y a quand même un souci de ne pas être assez pour pouvoir bien faire son taf et surtout bien mener le projet, quoi. Ok. On va passer à la partie 2 directement. Il n'y a pas de questions pour le moment. Peut-être qu'elles vont vous inspirer, peut-être qu'elles vont venir après.
Du coup, pas de souci. C'était à la fin de la premier chapitre. Comment ta collectivité intègre-t-elle le design? Il n'y a pas de question, c'est pas grave. Deuxième partie, comment se compose ton équipe? Par exemple, Cécile, toi, tu es la seule designer de ton équipe. Comment tes collègues ils ont participé à ton recrutement? Le TIUB, c'est une cellule qui est assez récente. Elle a été créée en juillet dernier, donc elle a un peu plus d'un an. Euh, donc c'est Stéphane Sebos, le responsable de la cellule, qui est vraiment à l'origine de cette création de la cellule. Et il y a une deuxième personne qui arrive au sein de cette cellule qui s'appelle Antoine Cariou, qui est plutôt animateur des réseaux et partenariats. Et c'est eux deux qui ont vraiment porté et décrit la fiche de projet de design avec leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leur vision du design et ce dont ils pensaient qu'un designer pouvait apporter. Et voilà, donc ça s'est passé sur l'échange. C'est vraiment avec eux que j'ai pu construire toutes mes étapes de recrutement et en passant par des études de cas qui étaient vraiment plutôt pour le coup axées autour de la méthodologie. Et donc, si je peux faire un petit parallèle avec les discussions de juste avant, c'est vrai que en tant que designer au sein du T-Hub, nous, en tout cas, je vais plutôt être sur des projets, donc sur de l'accompagnement. Donc, on a vraiment porté une méthode accès usager où on a fait venir, nous, on travaille sur l'itinérance pédestre, donc on a fait venir des itinérants avec tous les acteurs du réseau pour définir leurs besoins. Puis ensuite, on a croisé avec l'ADN territorial, etc., pour en définir des projets. Et ensuite, le T-Hub va venir porter certains projets. Donc, on va accompagner en design, on va dire, quelques projets. Et on va aussi faire du transfert de compétences pour que les territoriaux et que sur la région et sur les territoires, eux, portent les projets et viennent, on va dire, prendre en compte toute cette méthode design dans la définition des projets. Donc, il y a vraiment deux visions, on va dire, sur les projets qui vont sortir. Et donc, du coup, deux accompagnements possibles. Mais c'est vrai que vu que c'est une cellule qui est assez récente, les projets là, ils vont sortir, on va dire, dans les mois qui arrivent, avant la fin de l'année. Et on aura un retour d'expérience qui sera beaucoup plus intéressant une fois que les projets seront lancés. Ok, d'accord, ok. Et Alexandra, toi, il y a quel profil dans ton équipe? Il y a quel type de poste qui compose ton équipe? Du coup, comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a principalement des chefs de projet, il y a aussi des développeurs et il y a un psychologue social. Et après, on a des apports un peu complémentaires, soit à travers moi un apprenti, donc souvent j'essaie de prendre un profil qui est plus orienté design d'interface ou graphisme, puisque moi à la base je suis issue d'une formation en design de produits, donc ça permet d'être un peu complémentaire aussi. Et puis on a aussi de temps en temps, alors on a eu un stagiaire notamment en psychologie sociale pour renforcer aussi le poste du psychologue social qui est tout seul. On a parfois des chargés de communication, enfin voilà. On essaye aussi d'avoir des apports en compétences un peu complémentaires avec les profils qu'on a déjà, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en manque pas mal au final. Ok. Et du coup, est-ce que comme Cécile, tes équipes, du coup, elles peuvent répondre à deux... Ah non, pardon, je te dis aux questions. Je répondrai après. Pomme, toi, tu nous as dit avec quel type de personnes tu travaillais pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, tu as parlé d'architecte, c'est ça? Est-ce qu'il y a, à part ta maîtrise d'ouvrage, tu as d'autres personnes avec qui tu dois évoluer peut-être en amont du projet ou par exemple dans ton projet pour les lycéens, est-ce que tu as des CPE, ces types de personnes-là, à partir de quel moment elles bossent sur le long terme avec toi? Enfin, elles influencent beaucoup ton travail et du coup, tu as besoin d'elles pour avancer. Oui, alors je fais une petite remarque. Dans les compétences du département, on s'arrête au collège. Les lycées, c'est pour les régions. Je sais que c'est compliqué, hein. Et donc, moi, je travaille avec les collégiens. Alors, ça dépend beaucoup des projets. Je suis très en amont des projets. Euh, Par exemple, on a mené une démarche de design de service sur qu'est-ce que c'est qu'accueillir tout type de public en situation de handicap, puisqu'une des compétences du département, c'est d'avoir une maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a une maison de jour, mais plutôt très administrative, hein. Ce n'est pas du tout des accueils de jour, c'est pour venir déposer son dossier, pour avoir des allocations, rencontrer des médecins et tout ça. Et donc, il y a un nouveau bâtiment qui est en construction. Donc, on nous a sollicité pour mener cette démarche sur qu'est-ce que c'est qu'accueillir, voilà,
comment devrait être cet accueil. Donc, on l'a fait avec l'apprentie qui était là à l'époque, Roxane, et on a monté une équipe pour aller. Donc, on a fait tout un temps d'immersion, mais en fait, on était juste nous dans l'actuel MDPH. Et on a travaillé bien sûr avec les agents qui sont les agents d'accueil en ce moment de la MDPH. On a travaillé avec la direction de la MDPH et on a aussi inclus dans le projet des personnes qui travaillent donc au département, mais en tant que chef de projet bâtiment, qui sont chargés de la construction après du bâtiment. Donc, on a mené toute une démarche d'immersion et de co-conception et on est arrivé à un plan d'usage avec des grands principes de répartition de salles, des principes sur le mobilier, des principes sur la signalétique, mais qui n'étaient pas encore un plan type, qui n'était pas le plan en fait final avec des mobiliers dessinés et tout ça. On était vraiment sur quelles sont les postures attendues, quelles sont les tailles de typos attendues et tout ça. Et après ça, en fait, on le donne à toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui passent à la mise en œuvre, qui sont externes au département, qui ont gagné en fait souvent des appels d'offres ou des appels, enfin des marchés publics, et qui sont en charge là de construire cette nouvelle maison départementale et d'intégrer au niveau rez-de-chaussée toutes les préconisations que nous on a faites. Et là, en fait, donc il y a un autre designer qui est un designer externe qui est au sein de cette équipe d'architectes et avec lequel on doit vraiment travailler pour qu'ils comprennent bien les intentions qu'on a mis dedans et lui doit les retraduire en produits, en couleurs, en matériaux. Donc voilà, on a... Voilà. Ouais, donc c'est assez vaste et du coup, tout ça, un projet comme ça, avec toutes les personnes qui se croisent, ça a une... Est-ce Là, que tu as une moyenne pour dire combien de temps ça prend et du coup de faire disons que l'étude design, enfin l'étude, donc l'immersion, la co-conception et tout ça, on fait ça en 6 mois à peu près, 6 à 8 mois. Alors là, on avait bien sûr dans toute la co-conception, on travaillait avec les associations, toutes les associations, enfin pas mal d'associations qui sont externes au département, qui sont des associations pour les personnes en situation de handicap, et donc qui étaient eux toujours intégrés à nos démarches de co-conception, à l'immersion et tout ça. Et voilà, mais après, un projet bâtiment, c'est 3-4 ans, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut être là aussi sur toutes les phases, voilà, parce qu'on nous sollicite pour donner notre avis, pour voir si c'est en cohérence avec la démarche qu'on a menée, donc à toutes les phases d'une construction de bâtiment. Donc, il y a plusieurs phases, APS, APD, Pro, tout ça. Donc, c'est long jusqu'à la réception d'un chantier. Donc, ça, on l'a sur ça, mais aussi sur les collèges. Et là, je vois qu'il y a une question, mais je ne sais pas si j'y réponds ou pas en même temps. Alors, la question c'est, avez-vous déjà rencontré des difficultés pour être un designer isolé? Alors, je vais juste poser une dernière question à Anaïs pour y répondre parce que du coup, plusieurs personnes pourraient répondre à celle-ci. Toi, Anaïs, tes collègues, ils croisent tes missions comment concrètement? Je veux dire, est-ce que c'est en fait tout le temps? C'est lorsque tu as un besoin et du coup, tu montes un temps de projet ou temps de réunion avec eux? Est-ce qu'ils te sollicitent ponctuellement? Plutôt ça. Alors oui, effectivement, nous, on a la particularité d'être un service qui est à disposition des autres services de la région, qui porte quelques programmes et projets en propre, c'est-à-dire qu'il y a une partie des personnes de mon service, de mes collègues, qui financent des projets sur le territoire, par exemple. Mais pour la plupart, on est plutôt à disposition du reste de la collectivité. Ce qui fait qu'en fait, il y a de multiples entrées au sein de mon service. Certaines, quand un projet arrive en fait au sein du service, soit on considère qu'il concerne que le design, par exemple, ça va être plutôt vraiment une exploration des usages, et dans ce cas-là, ça va concerner que la partie labo. Et des fois, on considère que c'est un projet qui est lui-même transversal au service, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une partie usagée dans laquelle on va essayer de définir les besoins, les attentes, mais après une partie de conception qui mêle les questions numériques et le design. Et donc, dans ce cas-là, on va agir en concertation avec mes collègues, et une partie de réalisation qui est plus vraiment basée sur la partie numérique. Et dans ce cas-là, nous, on va à ce moment-là laisser la main et être plus que sollicités ponctuellement. Ce qui veut dire qu'en fait, les personnes qui me sollicitent, ça peut être mes collègues extérieurs à mon service qui ont besoin
d'une aide sur le design, mais ça peut être aussi mes propres collègues au sein du service quand ils savent que sur telle ou telle partie, il y a besoin de cette approche-là. Et un exemple qu'on a là-dessus, c'est qu'on a travaillé avec un partenaire du territoire qui est l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'Agence pour la promotion des cadres, donc l'équivalent de Pôle emploi, mais chez les cadres, avec un projet qui au départ avait une connotation très numérique, puisqu'il s'agissait de mettre en place un autodiagnostic de projet de mobilité des cadres basé sur l'intelligence artificielle. Et le fait de faire appel au design sur ce projet a permis de complètement recentrer le projet, enfin même de le changer en fait, puisqu'on s'est rendu compte que le projet tel qu'il était programmé au départ ne rencontrait pas d'attente auprès des usagers. Donc des usagers, ce sont les personnes accompagnées par l'APEC et les agents de l'APEC. Donc l'approche design a permis à mes collègues d'éviter de faire un projet qui derrière n'aurait servi à rien. Voilà. Donc les compétences s'articulent de cette manière. Ok, d'accord, très bien. Pour revenir sur les questions, je vais d'abord poser celle de Cécile, parce qu'elle est pour Pomme, et ensuite celle de Lisiane, parce que tout le monde peut y répondre. Pomme, du coup, quelle articulation entre le travail de designer et celui de programmiste pour ces projets de collège? Moi, je veux bien que tu précises, c'est quoi programmiste? Alors, un programmiste, il est dans l'équipe, la fameuse équipe ou en amont. Alors, le programmiste, c'est celui qui prépare un peu toutes les fonctionnalités du bâtiment. C'est un métier qui est externe au département chez nous. Donc, il a un contrat avec la direction du patrimoine immobilier pour un projet. Et c'est lui qui décrit un peu les fonctionnalités du bâtiment, la façon dont ça va fonctionner. Et après, les programmistes, ils restent souvent quand même en assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire qu'ils gardent, ils continuent de conseiller le département une fois que les architectes commencent à travailler sur le bâtiment. Et c'est clair? Bon, je fais ce que je peux. Ouais, c'est bon. C'est bon. On peut dire s'il y a des questions en chat ou s'il y a des sourcils qui se lèvent. Et donc, nous, les programmistes, alors ça dépend, mais par exemple, pour la MDPH, maintenant que vous avez vu l'acronyme, vous savez tout ce que ça veut dire, on a fourni notre travail au programmiste qui, lui, l'a intégré. Donc, on l'a fait en amont de son programme et lui, il l'a intégré dans son programme, en fait. Après, sur les sanitaires, c'est aussi ce qui se passe. Par exemple, sur les collèges, on a 2 projets sur les collèges. Enfin, on en a 3. On a commencé par travailler sur le CDI, on a ensuite travaillé sur les sanitaires et maintenant on travaille sur la cour. Et toutes ces démarches sont, en fait, les résultats de ces démarches sont intégrés à ce que le département Loire-Atlantique appelle le référentiel collège, qui est une espèce de bible avec beaucoup de pages qui décrit le fonctionnement des espaces. Et donc, en fait, les résultats de ces démarches design sont dans le référentiel collège qui vient, lui, alimenter le programmiste et les architectes après. Mais nos démarches sont en amont parce que sinon, c'est foutu. Mais voilà. Mais sur les sanitaires, il y a, et le CDI, enfin principalement le sanitaire, il y a tous les projets des nouveaux collèges, mais ça, c'est quand même assez rare. Enfin, il y en a 2 ou 3 en ce moment, quand même. Mais il y a bien sûr, en fait, la rénovation des bâtiments existants. Et là, c'est là où on se heurte un peu à des complexités, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Ok, d'accord. Si quelqu'un veut reposer une question à Pomme sur ce qu'elle vient de repréciser, allez-y. Je redonne la parole, je pose la question de Lisiane. Les filles, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés à designer isolés? Et par exemple, le temps d'acculturer les personnes aux méthodologies ou aux possibilités du design, est-ce que ça vous a déjà handicapé ou mis dans un coin ou empêché de faire votre taf et de vous faire comprendre aussi? Alors moi, j'aurais pour ma part tendance à dire que ce n'est pas le principal danger qui guette un designer au sein d'une collectivité, parce que bon, ce travail-là d'acculturation, on le fait petit à petit et voilà, ça finit par marcher. Voilà, moi, c'est des questions que j'ai plus trop au sein de la région, étant donné que ça fait quand même déjà un moment que je suis là. Je pense que le danger qui guette le designer, c'est de s'assécher à être tout seul à essayer de dire ouais, soyons créatifs dans un univers où on lui répond juridique, normes et procédures. Donc du coup, c'est un peu le risque et c'est peut-être de ça qu'est né Dessin public.
notre réseau des designers en collectivité, parce qu'en fait, à un moment donné, on avait besoin un peu de partager ce qu'on vit chacun de notre côté et d'essayer de continuer à rester créatif, parce que voilà, la particularité des profils créatifs, c'est qu'on se nourrit les uns des autres, hein, et qu'on a besoin de rebondir sur les idées des uns des autres, etc. Et que donc, du coup, le principal danger, selon moi, c'est de se retrouver isolé et surtout de s'assécher par l'isolement, on va dire. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur justement le risque de s'assécher lié à l'isolement et de peut-être perdre la créativité ou du culot? Moi, je rejoins complètement, mais je dirais quand même en termes d'acculturation, enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le fait que les profils soient assez différents et les niveaux de connaissances, même s'il y a une volonté d'intégrer le design de plus en plus, on a quand même des agents qui se renouvellent et des nouveaux arrivants, des personnes qui ont leur façon de faire et l'acculturation pour ça, du coup, ça rejoint le fait qu'effectivement, on puisse à un moment donné s'épuiser parce que on a l'impression peut-être de répéter très souvent les mêmes choses et d'être un peu seul sur son poste, forcément, c'est épuisant. Mais selon les profils, effectivement, moi, j'ai quand même enfin, je rencontre cette difficulté. C'est que certaines fois, il y a des personnes, c'est difficile de leur déconstruire les process, les méthodes qu'ils ont et déconstruire aussi l'image qu'ils ont du designer, qui va être celui qui va rendre les choses plus belles ou qui va solutionner des problèmes là où parfois c'est pas du tout son rôle. Il y a des fois où en fait le problème il va être plus au niveau du développement. En fait, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions non plus. Et ça m'est arrivé. Alors peut-être là c'est moins grave d'être assimilée à une ergonome, mais il y a des fois où effectivement on m'a dit et du coup ça techniquement comment on va le développer et je dis j'ai beau avoir des connaissances et avoir cette curiosité parce que je pense qu'un designer il doit avoir la curiosité de s'acculturer aux autres métiers, de les comprendre un minimum. Je sais pas développer donc je saurais pas répondre à la question directement. Et ça m'est arrivé d'être confondue avec d'autres métiers, de confondre des compétences parce que manque de connaissances sur ma place de designer, bien que la collectivité perçoit la valeur du designer et de ce que ça peut apporter. Il y a quand même des fois où il y a des confusions et du coup, c'est ouais, on a ce côté un peu ouais, isolé et surtout d'épuisement en fait. Et justement, la question à 10 000 euros ou peut-être 1 million, vous avez des conseils ou des bonnes pratiques pour repérer l'isolement, peut-être pas l'éviter, mais savoir comment en fait on peut mieux en parler plus ouvertement de cet isolement auprès des collègues pour essayer en fait de spreader. Ça, c'est de l'anglais, mais de répartir des talents et de vos connaissances et du coup de bien définir vos limites, là où vous pouvez faire votre taf, là où vous n'êtes plus dans votre périmètre et comment vous préserver de l'assèchement dont parle Anaïs. Est-ce qu'il y a des petites bonnes pratiques? Et là, je vais pose la question à tout le monde, même les personnes qui nous écoutent. Il y a des choses qui marchent bien ou qui marchent pas du tout, justement, et qui sont pas recommandées pour éviter de se retrouver à faire trop de postes et du coup à ce que les gens comprennent plus ce qu'on fasse. Conseils, bonnes pratiques ou des choses à ne surtout pas faire. Moi, si je peux dire quelque chose, ce serait savoir dire non. Parce que je sais quand j'étais apprentie, j'ai souvent, parce que je touche un peu à tout, pas osé dire non pour des petites choses que je suis en capacité de faire, mais qui finalement, cumulées, vont faire perdre pas mal de temps sur l'émission principale et qui vont participer comme après on peut être associé à la personne qui sait faire ça. Le risque, c'est de tomber dans des demandes ponctuelles que de petits trucs, alors que c'est pas les missions premières, c'est pas pour ça qu'on a été recruté. Donc c'est savoir aussi dire non quand ça peut être trop envahissant ou quand ça dévie trop de ce qu'on sait faire, pour éviter d'être assimilé à des compétences qui ne sont pas les nôtres. Ok. Cécile, je te vois te pencher. Est-ce que tu veux prendre la parole? Non, non, je rejoins totalement Alexandra sur ce point-là. C'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que, comme tu l'expliques, ça peut être des petites tâches qui pour nous vont paraître assez faciles à faire et sur le moment, on va les faire et après, on va être rapidement assimilé au fait de, effectivement, est-ce que tu peux me reprendre ça puisque tu l'as fait la dernière fois et en fait, finalement, ça correspond pas du tout à nos missions. Et même pour nous, ça n'a pas forcément de valeur par rapport au travail qu'on mène. Et ouais, je pense que c'est
un des points les plus importants et pas forcément des plus faciles de savoir dire non. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'assèchement? Attends, c'est-à-dire comment faire pour se dégager du temps? Moi, je pense que c'est un des facteurs les plus handicapants, le temps, sur dégager du temps pour continuer à faire son travail et à développer sa propre vision du design en tant que designer. Je pense que ça, c'est une question peut-être un peu plus personnelle, méthodologique de comment nous, on travaille. Être capable de se bloquer des créneaux et de se mettre toute une journée en off sans forcément venir le justifier. Parce que, en tout cas, l'impression que j'ai en venant bosser dans une collectivité, mais même dans d'autres entreprises, c'est qu'on est vraiment ponctué toute la journée par des réunions tout le temps. Et faut être capable de se bloquer des jours et pas forcément sans forcément avoir à venir justifier que c'est une réunion qui prend toute la journée, mais c'est le temps qu'on se donne pour vraiment bosser sur son acculturation aussi à faire de la veille, de la prospective, venir s'enrichir, nous en tant que designer, mais aussi faire les tâches qu'on veut faire. Sinon, entre guillemets, on se fait bouffer trop rapidement par plein de petites choses qui vont venir ponctuer la journée et au final, à la fin de la semaine, on a fait 25% des choses qu'on devait faire. Ok. Est-ce qu'on passe au chapitre 3 ou vous devez encore rebondir sur ce qu'on Ouais. s'est dit ou pas? Moi, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Cécile, une petite astuce. La plupart des personnes avec qui j'interagis vont se référer à mon agenda Outlook pour me mettre des réunions. Et maintenant, c'est une habitude que j'ai prise. C'est qu'en fait, parfois, je me bloque des créneaux où je mets sur quoi je travaille. Et du coup, ils le voient comme étant un temps où je suis occupée. Et ils vont pas me caler de temps dessus. Alors après, je le module quand il y a un besoin hyper prioritaire ou quoi. Je vais leur dire, t'inquiète pas, ça c'est quelque chose que je me suis mis moi, mais je peux le décaler à tel moment ou me libérer une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais du coup, j'ai pris l'habitude de le faire pour que les gens voient qu'en fait, parfois je suis occupée. C'est pas parce que j'ai pas de réunion que je suis pas occupée. C'est que je vais produire et que j'ai besoin d'un temps. Et c'est pour ça aussi le télétravail, il est pas mal. C'est que comme on n'a pas le... Alors être sur place, c'est hyper important, ne serait-ce que socialement, et puis se ressourcer, être motivé par la dynamique de l'équipe, etc. Mais le télétravail, il se permet aussi de... Tous ces échanges informels qui sont hyper importants en termes de dynamique et d'échange social, ça permet aussi de les éviter et d'avoir peut-être une journée dans la semaine où on peut se dédier vraiment à des choses, à être tranquille sans être dérangé aussi. Ok. Je vois qu'on nage presque toute la tête sur cette journée de télétravail. On va dire que ça remporte l'unanimité. Je propose qu'on commence au chapitre 3. Pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à envoyer des smileys. Vous êtes d'accord, pas d'accord. Ceux qui m'intéressent, c'est plus pas d'accord, comme ça on peut rebondir dessus. C'est d'accord, super, trop bien. Donc, chapitre 3. Alors, hop là. Designer dans le service public, des missions et des projets. Donc là, on va rentrer dans des exemples beaucoup plus concrets des projets des filles. C'est quoi vos missions au quotidien? Pomme, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de suite de projet? Tu en as donné plusieurs. Si on a un que tu veux un peu plus développer, spoiler alerte, j'ai déjà un visuel. Oui, j'en ai déjà parlé. Je voulais vous parler des sanitaires des collèges. Voilà, donc par exemple, donc ça c'est un travail en fait, quand je suis arrivée au département, j'ai commencé à travailler dessus directement. Donc c'était il y a 2 ans et je travaille toujours dessus. Et je pense que c'est pas fini. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que moi, je suis vraiment dans un design très opérationnel. C'est une demande qui est remontée par les élus et par la direction éducation avec une problématique, mais qu'on croise et qu'on voit partout dans la presse et tout. Il y a même des journées, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a même des journées de comment aller aux toilettes à l'école, puisque c'est vraiment un problème de santé publique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas aux toilettes. Donc pour des questions d'intimité, pour des questions euh, de, de propreté, etc. Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et donc, en fait, on a été, on nous a demandé de réfléchir et de travailler sur cette problématique des sanitaires. Donc, comme le département a dans son giron les collèges, on s'est focalisé sur les collèges. Mais après, on voit que c'est une problématique qui est complètement répartie sur tous les écoles primaires ou un petit peu moins les lycées parce que les lycéens sont moins captifs en fait, donc ils sortent plus facilement du
du bâtiment. Donc voilà, donc on nous a dit il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on réfléchisse, pourquoi il y a tous ces problèmes, voilà. Et donc là, on a mené une phase d'immersion dans plusieurs collèges avec une anthropologue. Et on a aussi beaucoup travaillé avec les architectes qui ont des contrats cadres avec le département pour rénover les bâtiments et comprendre comment eux, ils fonctionnaient, comment les chefs de projet aussi fonctionnaient. Et en fait, voilà, ça nous a permis de comprendre plein de logiques. Alors, c'est un projet très vaste, donc je ne vais pas vous le présenter là, mais ensuite, on est arrivé on a soulevé des problématiques de bâtimentaires, donc de gestion de flux, de gestion des odeurs et tout ça, mais on a aussi soulevé des questions d'usage, c'est-à-dire que beaucoup d'élèves vont aux toilettes juste pour ne pas aller aux toilettes et pour boire ou pour se retrouver au chaud. Donc, ça a questionné les autres espaces du collège. Comment on fait pour que les collégiens puissent aller aux toilettes pour faire leurs besoins, mais après retrouvent en fait toutes les fonctions sociales qu'ils y font et qui font des usages pirates en fait du lieu. Et après, il y avait une troisième problématique qui était sur la transversalité, se comprendre, se parler au sein des collèges aussi sur voilà, parce qu'en fait, on arrivait à des trucs, on a visité des collèges où parfois il y avait pas de papier toilette, il fallait aller prendre du papier toilette chez le CPE ou dans le bureau des surveillants. Ça, donc en fait, il y a des logiques aussi qui se mettent en place qui sont hyper dures parce que en fait il y a du papier qui bouge et tout ça. Donc c'est vraiment là on était dans des problématiques très très vastes. Donc une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on continue aujourd'hui de travailler avec un plan d'usage type pour dire voilà, qu'est-ce que c'est les sanitaires idéales au niveau bâtimentaire, mais il y a aussi travaillé donc sur les autres espaces du collège. Aujourd'hui, on a lancé on travaille sur la cour maintenant. Et il y a aussi travailler sur comment est-ce qu'on renoue le dialogue entre les adultes et les collégiens, entre les agents de maintenance et l'administration, entre les agents qui nettoient les toilettes et les collégiens. Enfin voilà, il y a aussi tout ça. Et donc c'est ce que je vous disais un peu sur les autres parties. Nous, une fois qu'on a fait notre démarche, en fait, je lâche pas mon livrable dans la nature comme ça, mais aujourd'hui, on me demande d'accompagner, et c'est pour ça qu'on a mis ce plan technique, qui est un plan d'un architecte, d'accompagner sur les constructions de nouveaux collèges, de veiller à ce que justement les programmistes dont on parlait tout à l'heure et les architectes s'imprègnent bien de tous les résultats qu'on a eus, mais aussi de suivre les rénovations dans les 83 collèges du département avec des contraintes d'espace. Enfin voilà, donc voilà. Donc là, sur les rénovations, moi, je suis plus chef de projet. Je suis vraiment. Il y a des chefs de projet bâtiment avec qui je travaille. Et je leur présente la démarche. Je travaille aussi avec les architectes. On fait voilà. Et ça nous est arrivé de même de réagir, de faire des ateliers sur un des projets phares avec l'agent de maintenance. Donc c'est la personne qui répare les sanitaires qui est dans les collèges, l'agent de nettoyage, l'administration, donc la principale, la personne, le CPE et tout ça, des représentants d'élèves pour travailler sur un plan avec un architecte, quoi. Ok, et en termes d'usage, je me permets une question pour te rebondir sur le commentaire de Juliette sur le chat. Une fois que tu as fait ça et que du coup, tu as encouragé un dialogue entre les personnes d'entretien, je crois que tu parlais du coup peut-être des élèves. Est-ce que tu sais si tu as réussi à mettre en place ou à inspirer une méthode, une façon de parler pour que les étudiants, pour que les élèves puissent faire remonter des besoins auxquels vous n'auriez pas encore pensé ou qui apparaîtront dans 5 ans. Juliette parlait justement des moyens de protection pour les menstruations. Il n'y a pas d'évier dans les toilettes parfois pour vider ta cup, la laver. Comment tu fais? Et comment une élève de collège, elle arrive à aller voir son CPE ou sa CPE et lui en parler? Ça, tu sais s'il y a eu un dialogue dessus? On avance en fait sur des outils de dialogue, sur la définition de ces temps de dialogue, parce qu'en fait, on le fait dans un collège, mais l'idée, c'est de pouvoir le dupliquer sur tous les collèges. Donc là, aujourd'hui, on travaille un peu sur des outils, des livrets, comment animer
un temps. Voilà. On l'avait appelé la journée du PQ, mais je crois qu'on va changer un peu. C'était pour vous faire rire. Voilà, c'était voilà, il faut en fait déjà entamer le dialogue, c'est déjà un premier pas, quoi. Et après sur les menstruations, on en a beaucoup parlé sur les règles. Alors aujourd'hui, le département Loire-Atlantique, donc ça c'est des volontés politiques hein, qui suivent plein de recommandations, mais il y a des distributeurs de serviettes hygiéniques et de serviettes hygiéniques principalement dans les collèges, dans les sanitaires. Voilà, mais on ne va pas plus loin que ça. On avait regardé notamment sur les cups et tout, mais alors c'est des moyens de protection qui ne sont pas très utilisés par les collégiennes quand même. Hein. Donc là, on est vraiment au tout début des règles. Donc, elles mettent principalement des serviettes. Donc voilà, on a travaillé sur à ce qui est dans chaque cabine des poubelles et ce distributeur, alors qui est dans l'espace commun, mais enfin dans les sanitaires filles. Voilà. On avait proposé qu'il y ait des petits lave-mains dans les toilettes, mais là, ça engendre des coûts tellement importants que voilà, ça n'a pas été retenu. Et on a préféré se focaliser notamment sur la hauteur des cloisons, sur le fait d'avoir des murs toute hauteur et plus du tout des murs en espèce de carton, enfin, c'est pas du carton, mais en Des choses où en fait, tu ne peux pas préserver ton intimité. Ouais, voilà. Donc, mais on y a pensé et on a essayé de proposer des solutions. Ok, d'accord. Super, merci. Cécile, toi, c'est quoi l'outil que tu utilises le plus souvent? Sachant que, vas-y, non, là, comme tu as la réponse, je ne dis rien, mais c'est quoi l'outil que tu préfères et que tu utilises le plus souvent dans ton métier? Alors, ce n'est pas forcément un exemple d'outil dont j'allais parler, c'est plutôt le fait qu'on va vraiment faire en sorte de venir gamifier et ludifier les pratiques qu'on va mettre en place dans les ateliers pour vraiment, on va dire, intéresser au maximum et puis rendre les choses pédagogiques avec nos différents acteurs durant les ateliers. Et si je peux revenir un peu à la genèse voilà, du TIOB, c'est en fait, on travaille sur un projet qui a été élu, qui est l'itinérance du GR34. Donc, c'est le sentier côtier littoral breton qui fait tout le bord du littoral breton. Et vraiment, la méthode qui a été lancée, c'est de partir des usagers. Donc, on a eu un premier atelier où des itinérants sont venus et on a fait travailler les personnes qui travaillent sur le développement de projets touristiques qui venaient aussi lors de ces ateliers. Et on a demandé, on a utilisé par exemple à ce moment-là la carte d'empathie. Et on demandait aux itinérants de venir raconter. Et ensuite, les personnes qui étaient en face dans les niveaux des tables rondes devaient essayer de se mettre à la place des itinérants pour noter les besoins, les envies, les points de frustration, etc. Donc, ça fait vraiment dans cette méthodologie-là qu'on a essayé de mener les ateliers au fur et à mesure. Et là, les outils que vous avez sur la présentation, c'est des outils qui sont liés à l'ADN de la frange littorale, puisque l'objectif pour définir les projets touristiques, c'est de partir de ces besoins usagers, où on a défini, suite à un premier atelier, une cartographie de besoins. C'est de venir les matcher avec l'ADN de la frange littorale bretonne pour définir des projets, on va dire, bretons qui soient vraiment portés par l'ADN de la frange du littoral. Donc, du coup, on avait aussi mené un atelier en amont de créer cette carte, ce plateau de jeu et ces cartes ADN pour définir par des gens qui étaient du patrimoine, des gens qui étaient du secteur du nautisme, etc. Donc, c'est encore un réseau sollicité pour venir définir tous les éléments d'ADN de la frange littorale, les flux historiques aussi liés aux itinérances, puisque nous, on travaille sur l'itinérance. On trouvait ça intéressant de faire un parallèle avec les itinérances historiques, puisque on est encore, voilà, on travaille pour des projets qui sont touristiques. Et ensuite, suite à l'issue de ces deux gros ateliers, on a défini des cartes questions. Donc là, c'est l'exemple qui est donné avec, on va dire, la carte jaune, où on avait une grande problématique et des besoins qui étaient formulés à côté, qui étaient issus du premier atelier. Donc les personnes prenaient cette première carte-là, lisaient le besoin, et à partir du plateau de jeu et des cartes ADN qui avaient été définies aussi grâce à l'apport du deuxième atelier plutôt centré sur l'ADN, ils venaient, on va dire, penser et croquer des projets qui après vite être pitchés. Et ils ont plus ou moins complété une sorte de business model. On va dire, pareil, encore un objet sur lequel on a travaillé pour le rendre le plus accessible possible. Et maintenant, on est en train voilà,
on va dire, reformaliser tous ces projets, tous ces contenus qui ont été faits. On a à peu près une centaine de projets qui sont sortis lors de ce troisième gros jour de croisement de l'ADN avec les besoins usagers. Donc, on formalise tout ça, on va venir les valoriser et ensuite, il va falloir on va dire les dupliquer. C'est pas les dupliquer, c'est euh, Les reproduire? les reproduire voilà, sur les projets et on va vraiment faire en sorte d'avoir des projets qui sont encore déclinés territorialement, c'est-à-dire qu'au nord de la Bretagne, le projet ne sera pas forcément le même que dans le sud de la Bretagne puisqu'ils ont des ADN qui sont différents. Le principe sera le même, ils vont répondre aux mêmes usages et aux mêmes besoins, mais voilà, on aura des variantes liées à l'ADN territorial. Ok. Riyad, je poserai ta question à la fin, comme ça toutes les filles pourront y répondre en même temps si elles le souhaitent. Mais vous pouvez commencer à la refaire dans votre tête, les filles. Merci Cécile. Anaïs, toi, est-ce que tu nous partages une anecdote sur tes missions, par hasard? Oui, alors moi j'ai choisi une anecdote qui est assez symbolique comment dire, du choc culturel que représente le fait d'avoir un designer pour certains membres d'une collectivité. C'est que un jour, mon DGA parlait de moi dans un codir et il ne retrouvait plus mon nom. Et au lieu d'essayer de trouver mon nom, il a dit « Mais vous savez bien, la petite fille qui dessine ». Et donc, du coup, ça, c'était très symbolique de la manière dont il se représentait ma mission. C'est-à-dire, une petite fille, hein, parce que bon, c'est pas non plus quelqu'un d'important. Et puis, qui dessine parce que c'est son moyen principal de représentation. Mais j'ai choisi cette anecdote pour illustrer un peu le fait que, effectivement, être designer dans une collectivité, c'est aussi apprendre aux gens à travailler autrement et notamment à travailler avec le visuel, avec la manipulation et avec une vision des fois plus symbolique des choses et moins terre à terre. Donc effectivement, là où on entre dans un univers où il y a beaucoup de travail sur le texte et que finalement, savoir bien écrire, c'est aussi un reflet de votre place dans l'administration, et bien là, on va proposer complètement autre chose. Avec des supports qui sont beaucoup plus manipulables par tous et qui ont tendance à finalement aussi remettre sur un pied d'égalité des gens qui peuvent être directeurs pour certains, chargés de mission pour d'autres et puis assistants pour les troisièmes. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que ça peut rentrer en conflit parce qu'on a l'impression que ce n'est pas sérieux de dessiner, manipuler des Playmobil ou manipuler des éléments de couleur, des drapeaux, des choses comme ça qui vont permettre de s'exprimer autrement. Mais en fait, il faut quand même insister et en tant que designer, pas essayer de trop rentrer dans le cadre parce que sinon, en fait, on n'a plus ce côté poil à gratter et à essayer de faire collaborer les autres autrement. Et la puissance du visuel, c'est qu'elle permet d'avoir une autre logique de pensée et du coup de faire des associations d'idées ou faire créer même carrément de nouvelles idées qu'on ne pourrait pas forcément avoir avec l'écrit, premièrement. Et deuxièmement, le fait qu'on travaille tous en commun sur le même support, ça change tout par rapport au fait de travailler chacun sur son ordinateur sur un document Word qui est ouvert par ailleurs sur chacun. Donc, en fait, on résout aussi les problèmes d'interprétation en travaillant sur ces visuels communs. Et donc, ça, c'est effectivement à la fois un élément un peu de choc culturel pour l'administration quand elle intègre un designer, et puis un choc culturel pour le designer qui ne s'attend pas forcément à ça. Mais c'est là qu'est vraiment la richesse, selon moi, du métier. Ok. Et Alexandra, je termine par ça et j'ai une question déjà pour Cécile. Mais Alexandra, toi, tu peux nous décrire une semaine type pour qu'on arrive à se projeter sur à quoi ressemblent tes missions quotidiennes et si tu veux ajouter des anecdotes, bien entendu, tu es la bienvenue. Donc moi, une semaine type, ça va être une alternance de moments de production où je suis souvent, on va dire, un peu plus dans mon coin, même si je fais des moments de production où je vais être aussi parfois avec d'autres personnes, notamment quand on va faire un peu des ateliers, ce genre de choses. Mais ça va être vraiment une alternance entre des moments de production et de réflexion, alternance de moments seuls et en groupe. Donc j'ai mis cette image parce que pour moi, elle est assez évocatrice du designer. C'est à la fois une personne qui va passer par le papier parce que gribouiller dans un coin, faire quelque chose de ses mains, c'est ce qui permet aussi de réfléchir à ce qu'on veut faire.
les outils parce que et on a un métier qui, mine de rien, nécessite d'être un peu bricoleur, alors pas forcément manuel, mais bricoleur dans le sens où il faut réussir à allier toutes les demandes et trouver le bon outil pour réussir à exprimer ce qu'on veut, à communiquer et à produire. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien cette idée de boîte à outils. Et puis, bien sûr, l'ordinateur, puisqu'il y a toujours une phase où on va produire de façon numérique. Alors, pour ma part, en tout cas, puisque je vais beaucoup travailler sur des outils numériques. Donc, forcément, du numérique sans ordinateur, c'est compliqué. Une anecdote, ça me fait penser à ce qu'Anaïs vient d'exprimer. Moi, j'ai eu récemment cherché tout simplement une planche à découper pour faire des badges pour un forum qu'on aura la semaine prochaine. Et voilà, en faisant le tour de l'étage, j'ai essayé de retrouver cette fameuse planche. J'ai un collègue qui m'a dit, ah, tu vas faire ton petit bricolage, tes petits découpages et tes petits collages, quoi. Donc, ça m'a fait penser un peu à l'anecdote de la petite qui dessine. Voilà. Donc, semaine type, ouais, j'ai quand même beaucoup de moments où je produis de mon côté, puisque j'ai mes propres outils, mes propres compétences, mais j'ai quand même beaucoup de moments où je partage. Donc, soit parce que c'est des réunions, on va être beaucoup dans la réflexion, mais au final, on va quand même aussi produire parce que on va faire des schémas ou des choses parce que on a besoin de mettre en commun et à un moment donné d'arriver à des supports qui vont permettre de synthétiser un peu ce qu'on se dit. En commun aussi parce que, enfin, avec du monde, parce que je vais quand même animer de temps en temps des ateliers. Donc, même si ça reste pas forcément ce que je fais le plus souvent, parce que selon les projets, ça nécessite parfois d'avoir des gros groupes. Et comme je suis seule designer, animer l'atelier avec une personne, sachant parfois, faut gérer un peu le timing, faut gérer les supports, et il peut y avoir plusieurs groupes, c'est compliqué. Donc là, on va faire appel certaines fois plutôt à des prestataires, mais voilà, je vais avoir ce rôle où je vais aider quand même à mettre en place et faire l'intermédiaire entre les personnes en interne et les personnes externes. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ok, d'accord. On a super. Est-ce que les filles voulaient rebondir sur avant de donner la parole aux questions du public, est-ce que vous voulez rebondir déjà sur tous les éléments? Ouais, vas-y, Pomme. Oui, je voulais juste dire que dans les anecdotes, bon, ça nous fait rire comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, c'est dur on s'en prend un petit coup. Moi aussi, j'ai fait un livrable la dernière fois et puis je l'ai donné à quelqu'un. Il me dit, puis il parlait entre directeurs et d'entre directeurs, il me dit, tu verras les livrables de Pomme, ça va, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est pas trop compliqué. Donc voilà, par rapport à ce que disait Anaïs sur les visuels et tout. Bon. Mais bon, il faut le prendre. Faut le prendre bien. Comme un compliment. Voilà, comme un compliment. Non, c'était ça. J'avais un autre point, mais j'ai perdu du coup. J'ai perdu mon idée par rapport à ce que disait Alexandra. Désolée, Écoute, ça reviendra. Ça reviendra peut-être. Moi, j'ai quand même une question pour Cécile. Lorsque tu fais du ludique et du coup que tu n'utilises peut-être pas du texte, qui n'est pas le premier support sérieux et du coup normé, pour rebondir sur la question de RIAB, oui, c'est ça. Tu as des conflits parfois ou des critiques sur les livrables que tu proposes ou les méthodes que tu proposes où les gens disent ah, mais moi, je suis peut-être directeur, je n'ai pas que ça à faire de mon temps parce qu'il ne voit pas. Il ou elle ne voit peut-être pas l'intérêt de consacrer autant de temps à un support auquel il, elle, n'est pas habitué. Ouais, alors en général, c'est plutôt en amont ou alors quand on va commencer les ateliers, quand on va par exemple faire des icebreakers et demander de venir dessiner, etc. Tout de suite, on va avoir une sorte de barrière en disant déjà je ne sais pas dessiner et puis on va nous regarder avec des gros yeux en disant putain, qu'est-ce qu'on va faire encore aujourd'hui? Et c'est pour ça que c'est vachement important de fournir le livrable, les outputs qui ont été faits suite à ces ateliers-là et ce qui en est sorti. Et que les personnes aussi puissent se dire, waouh, en fait, on a fait tout ça. Et cette partie-là, elle est vachement importante. On va dire, autant pendant l'atelier, de venir essayer de faire participer au maximum et que les personnes voilà, se sentent concernées par le projet. Mais voilà, aussi cette partie de retour, en fait, vous êtes venus et vous avez réussi à travailler et à nous fournir tout ça. Et c'est vous qui l'avez fait. Parce que nous, voilà, on travaille vraiment avec le réseau et on veut que ce soit le collectif qui travaille avec nous. Et donc, ouais, je pense que c'est vraiment important cette question de livrable final suite à l'atelier. Et puis, en fait, c'est un peu, on va dire, comme peut-être la conduite du changement. Il y a toujours des personnes qui vont être réticentes, qui vont se demander ce qu'elles font là. Puis voilà, c'est aussi à nous
de dire aux personnes, vous arrivez dans l'atelier, vous posez votre veste qui correspond à votre fonction et on est tous égaux et on est là pour travailler sur cette problématique-là et voilà, on va travailler ensemble. Mais je pense que c'est sûr, on sera toujours confronté à des personnes qui ont un petit peu de réticence. Et c'est aussi à nous de, de les convaincre et de les faire changer d'avis. Ouais. Et justement, question pour vous toutes, est-ce que il y a du vocabulaire que vous essayez d'utiliser ou de ne pas utiliser pour pas faire peur? Comme disait Cécile, on te regarde avec des gros yeux, on se dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mots que vous redéfinissez pour présenter ce que vous faites, je veux dire? Mhm. Je pense que ouais, ce qui est important, c'est de, comme on essaye au maximum de se mettre aussi à la place de nos usagers, mais c'est aussi à la place des personnes qui vont participer aux ateliers. Il faut vraiment réussir à vulgariser sur les choses sur lesquelles on travaille, qu'est-ce que c'est le design, quels sont les outils qu'on va utiliser, de faire peut-être d'expliquer plusieurs fois l'outil qu'on va utiliser sous différentes manières. Donc, effectivement, il y a le visuel qui peut apporter une autre façon de comprendre les choses. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir du texte ou de l'écrit ou une fiche synthétique résumée de l'outil à côté pour le comprendre. Voilà, c'est vraiment s'adapter aux différents profils qu'on a en face de nous. Et je pense que oui, vulgariser les outils qu'on utilise ou ce qu'on fait, c'est super important. Ok. Les filles, vous avez d'autres bonnes pratiques, des anecdotes où parfois, en fait, il y a un format d'atelier et dès le début, avec un certain vocabulaire, les gens peut-être se braquent ou au fur et à mesure, c'est plus le cas aujourd'hui et on vous fait confiance pour inventer, utiliser de nouveaux mots. Alors, c'est vrai qu'au début, il y avait, moi, quand je suis arrivée, il y a eu beaucoup d'ateliers où j'ai eu ce type de problème, mais avec le temps, en fait, on finit par trouver la bonne attitude et puis un certain nombre de règles qu'il faut donner, mais ça, c'est les mêmes je vois qu'il y a une question sur l'intelligence collective, mais c'est exactement les mêmes. Du type, on donne des règles du jeu au début de l'atelier, et puis si les gens ne respectent pas, on leur rappelle qu'ils sont en train de ne pas respecter les règles. Et donc, du coup, qu'ils ont deux solutions, soit respecter les règles, soit s'en aller, vu que les règles ont été données en début d'atelier. Donc, bon, ça, c'est basique, tout le monde connaît ça en intelligence collective. Et moi, je trouve quand même, pour donner un peu une note d'espoir à tout ça, ça fait 7 ans que je suis à la région Sud, et tous ces problèmes-là, j'y suis plus confrontée. C'est-à-dire que même quand il y a des gens qui ne sont pas partants pour travailler au début qui arrivent sur un atelier sur lequel ils ne sont pas partants, j'ai plutôt tendance à faire comme si je ne le voyais pas et à les inclure quand même dans la réflexion, et souvent la transformation se fait d'elle-même. Je ne cherche pas à me justifier si je suis là et que je suis reconnue pour mon travail. Je n'ai pas à me justifier de pourquoi je suis là. Et donc, du coup, je travaille, je fais mon action pendant l'atelier, et en général, en fin d'atelier, ce sont les premiers qui reviennent pour dire ah ben oui, franchement, j'étais pas partant en arrivant, mais j'ai réussi à comprendre l'intérêt. Donc, je comprends mieux maintenant et je suis partant pour collaborer. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui se fait aussi avec le temps. Ce changement culturel, il a besoin du long terme pour s'opérer. Ok. Et du coup, question de Célia, est-ce que vous travaillez avec des facilitateurs ou facilitatrices en intelligence collective, ou est-ce que vous êtes formé en interne ou vos collectivités en forment-elles en interne? Est-ce que c'est un besoin ou pas, selon vous? Alors nous, personnellement, à la région Sud, on n'en a pas, mais comme c'est un sujet sur lequel le labo est souvent mobilisé en n'étant pas forcément sur son cœur de métier, quand on est sur vraiment de la pure intelligence collective, de ce fait, on essaye de mettre en place, là en ce moment, un programme de formation pour les agents, de manière à ce que certaines missions qui sont aujourd'hui, c'est un peu ce que disait Alexandra tout à l'heure, la limite de où s'arrête la mission du design, vu qu'il sait un peu tout faire. Et donc, du coup, on essaye de former des facilitateurs pour effectivement prendre le relais de certaines missions qui sont aujourd'hui faites par le labo, du type animation d'un séminaire de management, animation d'un temps avec les usagers en intelligence collective, etc. On va essayer de former des agents pour qu'ils puissent le faire sans nous ou avec une aide minimale de notre part. Ok, vous les filles, vous en pensez quoi sinon? Du coup, Sur la question des facilitateurs. Ouais, pardon, vas-y Cécile. Vas-y. Ok.
Alors, vas-y. Du coup, nous, au sein de notre équipe, donc plus largement, il y a aussi des formations et des personnes se forment à l'intelligence collective, la facilitation graphique aussi. Et voilà, c'est ça. C'était pour juste rebondir sur cette partie-là. Je pense que les personnes ont aussi envie de découvrir ces facettes-là et il y a vraiment une envie de formation, en tout cas, dans ces domaines. Du coup, moi, ça rejoint. Il y a une envie de se former. Après, la mise en application, certaines fois, est compliquée parce qu'il faut avoir l'opportunité, il faut oser aussi se lancer pour aller là-dedans. Mais on a effectivement des agents qui tentent, en tout cas, à essayer qui sont demandeurs de formation. Et ta collectivité, elle est en mesure de proposer ces formations-là, de les gérer en termes, je sais pas, en termes de budget, de charge de travail également, et de comprendre comment leurs missions ou leurs projets vont pouvoir mieux se faire, mieux se dérouler s'ils ont accès à ces formations-là. Alors, nous, on a eu, par exemple, une formation assez récemment. Alors, je ne sais pas exactement comment ça a été mis en place, mais je pense qu'effectivement, ça a été une demande du service d'aller vers telle ou telle compétence. Et c'est mon responsable qui voit si on peut dégager du budget et du temps. Et si c'est une demande collective, ils arrivent à mettre en place ce genre de formation. Donc, budget, je pense qu'on est une collectivité qui est relativement… Alors, même si on a très bien compris sur les dernières réunions qu'on n'avait pas de budget pour ce mandat en cours, mais je pense qu'on est une collectivité suffisamment importante pour avoir quand même… on est quand même assez nombreux. On est 9000 agents, donc il y a quand même des moyens qui sont présents. Et puis, je pense que le fait d'être à la direction innovation, mine de rien, on est une direction où on a quand même un peu de chance d'avoir un peu de budget aussi par rapport à d'autres, je pense. Donc, effectivement, les budgets, ils existent. Après, ça se justifiait surtout, je pense, sur la demande et l'intérêt que peuvent y voir les agents. Et du coup, si le responsable a N+1, N+2 le porte, à un moment donné, ça se justifie. Et s'il y a une motivation qui est exprimée, on trouve le moyen de faire une formation. Donc là, c'était plutôt collectif d'ailleurs. C'était en petit groupe, ce qui permet de rendre les choses peut-être plus faciles. Ok. Une dernière question que j'ai aussi envie d'appeler la question à 10 000 €, mais c'est quoi la suite de votre poste aujourd'hui? C'est quoi votre meilleur atout? Le meilleur atout de votre poste aujourd'hui pour votre collectivité selon vous? Et on peut se donner un peu de temps pour y réfléchir si vous voulez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance de fond dans les collectivités de se tourner vers ces compétences-là et de manière plus générale, la méthodologie centrée usager qui est partagée par d'autres métiers que seulement le design d'ailleurs. On voit que de plus en plus, les cabinets de conseil, quand ils répondent à des projets des collectivités, intègrent ces domaines-là, en tout cas dans leurs propositions. Donc ça, c'est plutôt le côté bon espoir. Donc du coup, pour toutes celles qui se sont déjà lancées, c'est bien, elles ont pris un peu d'avance et elles l'ont fait, donc elles sont prêtes. Pour les autres, il est temps de s'y mettre. Et selon moi, le principal atout du design sur les années à venir, c'est que le design est un métier qui se réinvente sans arrêt dans sa capacité à explorer de nouveaux champs, et notamment face aux enjeux des différentes transitions qu'il y a à gérer dans les années à venir. Ça me paraît être une compétence qui est extrêmement forte pour, d'une part, aborder la complexité de la transition environnementale, par exemple, d'un côté, et de mettre les différentes compétences, qui est la pluridisciplinarité qu'il va falloir pour résoudre ces questions-là. Le designer peut être un vecteur et un lien entre ces différentes compétences par sa capacité à représenter, par sa capacité à faire de la pédagogie, par sa capacité à faire du ludique, comme le disait Cécile tout à l'heure. Et selon moi, ça va être vraiment un point important dans les années à venir. Et pour ça, il va aussi falloir renforcer les équipes, pas forcément rester avec des équipes petites. Donc, dépasser le champ un peu exploratoire que joue le design aujourd'hui et passer à une vraie compétence intégrée au sein des collectivités. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre prend la parole sur l'atout majeur d'aujourd'hui de votre poste, ou peut-être le point le plus handicapant, si on doit voir la question à l'envers?
C'était une belle conclusion d'Anaïs. Moi, je trouve que c'était un bon. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais à part que c'est vrai qu'on est, voilà, on est peu nombreux. On est peu nombreux et que je pense que ça va avoir tendance à se. Les postes vont probablement se démultiplier. On le voit déjà un peu au sein de notre réseau. On est de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc ça, pour nous, c'est une force aussi de pouvoir avoir ces temps d'échange et de travailler ensemble. Moi, dans l'idée, j'aimerais beaucoup, par exemple, que on parlait de ça, enfin, on entendait, je crois que c'était Alexandra ou même Anaïs, qui disait, bah voilà, quand on anime des ateliers, des temps, on est un peu tout seul. Et je pense qu'on devrait, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on puisse avoir des temps, on pourrait s'échanger des temps de travail entre collectivités. Et ça, ce serait vraiment une super flexibilité de dire, bah voilà, sur ce projet-là, j'ai besoin d'une compétence, enfin, je souhaite que quelqu'un m'accompagne et tout ça. Est-ce qu'un designer ou une designer qui est dans une autre collectivité pourrait venir travailler avec moi? Voilà, bon, on n'en est pas encore là, hein. On sait qu'il faut pas aller trop vite dans les changements d'administration, mais en tout cas, ça, ce serait bien parce que les temps d'échange qu'on a ensemble sont des temps qui sont très enrichissants et je pense que pour garder cette fraîcheur et cette créativité, il faut qu'on puisse avoir des moments où on est ensemble parce que ça, c'est vrai que c'est dur d'être un peu tout seul. Alors, on n'est jamais tout seul parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très transversal, mais euh, et qui nécessite beaucoup d'empathie et d'écoute. Mais il faut aussi que nous, voilà, on puisse échanger sur nos pratiques et nos métiers et ce serait super. Alexandra, je ne sais pas, tu as découpé ton micro, est-ce que tu prends la Ouais, non, parole? en fait, je rejoins. J'ai pas de choses à ajouter parce que je trouve que enfin, Anaïs et Pomme ont tout dit. Et très bien, il y a une question de Lisiane. Est-ce que Lisiane, tu veux la reformuler à l'oral parce que pour être sûr que les filles puissent y répondre, parce que, bon, peut-être que si vous la comprenez. Est-ce que Lisiane, tu prends la parole pour la reposer, la reformuler ta question? Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Ok, super. Bonjour à tous. Oui, je me demandais si justement dans vos services, est-ce que vous êtes toujours dans le registre de la commande, donc on va venir vous poser des sujets, des problématiques, ou est-ce que vous avez aussi la liberté de venir proposer et que ça vienne vraiment rentrer en tant que projet et avoir des budgets sur aussi les problématiques que vous proposez? Alors, je veux bien prendre la parole, mais très rapidement. Bon, nous, alors, c'est un peu le problème, c'est que comme on est toutes là un peu toutes seules, qu'on a déjà pas mal de boulot, c'est hyper dur d'avoir le temps d'investiguer des problématiques, je trouve. Mais néanmoins, par exemple, à l'issue du projet sur les sanitaires, et on réfléchissait sur c'est les espaces partagés des collèges. Et en fait, là, j'ai vu passer une conférence, c'était il y a 2 ans ou 1 an et demi, de la ville de Paris sur les cours Oasis, qui maintenant est très connu. Et en fait, du coup, c'est venu nourrir ma réflexion. On a fait des temps d'échange avec le département de la Gironde, qui travaille beaucoup aussi sur des collèges assez innovants. Et c'est venu, du coup, on s'est dit, toutes ces temps d'échange et de réflexion avec la directrice éducation du département, on s'est dit, bon, bah voilà, ça va, sur quoi on continue d'avancer et on s'est mis d'accord pour travailler sur la cour du collège avec deux entrées, une entrée très usage et puis l'autre très environnementale, même si finalement tout ça se rejoint. Mais donc voilà, j'ai réussi un peu à faire ce que j'aimerais beaucoup plus avoir le temps de faire, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, moi, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Et sur ce registre, nous, on ne se saisit pas de sujets en tant que tel, mais par contre, on va essayer tout le temps de chercher des nouveaux modes de faire. Et donc, du coup, en fait, on essaye des nouvelles choses et si ça marche, elles intègrent l'offre de service du labo. Si ça ne marche pas, évidemment, on ne dit rien et on les laisse de côté. Mais voilà, on cherche aussi à se renouveler de cette manière-là, c'est-à-dire chercher des nouveaux modes d'action pour traiter de nouveaux sujets. Moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est un peu la même chose. On ne va pas à notre échelle pousser de sujets.
D'ailleurs, en fait, il y a certaines fois où il y a des commandes, on ne sait pas vraiment, ça reste assez flou sur d'où elles viennent, en fait. Est-ce que c'est un élu? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est un chef de projet qui a poussé le truc? Certaines fois, on ne sait pas très bien d'où vient une commande. Moi, à mon échelle, en tout cas, j'en propose pas. Par contre, on essaye tant bien que mal d'influencer. C'est-à-dire que comme au final, c'est nous qui, à notre échelle, allons faire les choses, qui allons faire des études, qui allons faire des rapports, enfin, toutes sortes de livrables. Selon l'avis qu'on s'en fait, finalement, on a aussi toute la liberté d'orienter la réponse et les études qui vont être faites. Et donc, si à un moment donné, parce qu'on a fait une étude de l'immersion auprès des usagers, on se rend compte que il n'y a pas d'usage derrière, forcément, on va essayer de pousser la chose en disant, OK, stratégiquement, on peut comprendre que c'est un souhait politique de faire telle ou telle chose, c'est un choix stratégique. Maintenant, en termes d'usage, on va alerter sur le fait que potentiellement, il n'y a pas d'atterrissage. Donc, faire pour faire, voilà, nous, on essaye à un moment donné aussi d'apporter justement tout cet apport terrain pour venir réorienter ou justifier finalement si c'est légitime de faire ou de ne pas faire. Donc, on ne va pas proposer de choses, mais en tout cas, on peut avoir les moyens pour orienter sur des décisions. Après, certaines fois, on se prend aussi en pleine face que vous donnez tous les feux verts sur telle orientation et pas sur une autre. Mais en fait, il a été décidé par un élu que c'est comme ça qu'on veut faire. En fait, c'est à nous de prendre cette remarque-là et d'aller dans ce sens-là, même si ce n'est pas toujours facile. Ok, d'accord. Cécile, est-ce que tu veux rebondir? Je vais dire que je rejoins un peu ce que disent les filles. Et puis, nous, si jamais, donc on est vraiment attaché les projets, notre budget il est lié au projet autour du GR34. Si jamais on avait des points, on va dire, ou des projets, on va dire, annexes, on pourrait les renvoyer vers d'autres directions. Mais voilà, il y a cette question de temps aussi et de budget qui sont des questions qui sont assez importantes. Et ouais. Ok, et j'allais écrire dans le chat, c'est la fin de notre, on approche de la fin de notre table ronde. Est-ce que quelqu'un souhaiterait qu'on revienne sur un des éléments qu'ont partagé les filles, une interrogation, une remarque, euh, ou pas, ou sur des seins publics peut-être, le réseau, ou sur un des exemples qu'elles ont partagés. Je laisse un peu de temps pour pouvoir écrire ou prendre la main sur Zoom. Et les filles, sinon, est-ce que vous voulez rebondir également ou repréciser quelque chose ou revenir sur quelque chose? Pour conclure, peut-être, moi, je veux dire que c'est quand même des super, chacune réagira, mais que c'est des super postes. Voilà, c'est un univers qui s'ouvre à nous et avec beaucoup de perspectives d'évolution et de changement. Donc, ça ne se fait pas forcément tout le temps dans la douceur, mais en tout cas, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est des super postes, travailler pour le service public. Je trouve que c'est très intéressant. Ouais, je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Pomme. C'est très, très enrichissant, très intéressant. Et c'est aussi un peu porteur de sens, puisque on va essayer de développer des projets pour le territoire, faire en sorte de respecter des transitions, penser circuit court, etc. Donc, non, pour le coup, c'était un des points pour lesquels je me suis intéressée et je me suis tournée vers le service public. C'est vraiment cette idée de sens, de donner du sens aux projets sur lesquels on travaille. Ok, d'accord. Et est-ce que moi, je peux vous conclure avec un peu d'imagination? Selon vous, d'ici 4 ans, comment vous pensez que vos collègues utiliseront le design? Ou alors, ce sera quoi leur définition du design sur le poste aujourd'hui? On va se bloquer 4 ans pour imaginer ça. Alors moi, je m'étais fixée comme mission en arrivant à la région le fait que ma mission serait terminée le jour où chaque service aurait un designer. Donc, il y a plus de 100 services à la région. Pour l'instant, on est à un service, toujours le même, le mien. Donc, c'est pas gagné. Mais T'as encore un peu de boulot, quoi. Mais bon, voilà, déjà, les premiers stagiaires pris
par les autres services. Déjà, je trouve que c'est une première étape qui est pas mal. Et surtout, je vois la tendance à l'accélération. Donc, Anaïs, pour répondre à ta question, dans 4 ans, on va se fixer qu'il y en aura au moins 10. Allez, 10 designers embauchés à la région. Ce serait ça mon objectif. C'est enregistré, Anaïs. Ouais, j'espère. Moi, je n'irai pas jusque-là, hein, mais non, je ne sais pas. Déjà, je vois que, par exemple, notre directrice d'éducation, qui est vraiment très motivée, qui a bien saisi l'intérêt du design et qui vraiment le porte, c'est aussi c'est grâce à elle que ça peut avancer aussi vite. Elle sur d'autres projets où en fait nous on lui dit bah non là on peut pas te suivre parce que bon on n'arrête pas de travailler sur les collèges mais on a aussi d'autres champs de compétences du département comme donc le handicap ou l'aide sociale à l'enfance pour lequel on fait des projets. Elle se met à monter des marchés pour faire travailler des designers en externe. Donc voilà, mais après on l'accompagne un peu, mais donc ça va peut-être que bientôt elle va recruter en interne. Mais c'est vrai que si on pouvait être 2, 3, faire des petits comme chez les industriels, hein, il y a des petites agences de design intégrées. Voilà. Bah, c'est aussi plus facile pour rebondir, travailler, avancer. Voilà. On Ok, verra donc dans toi, 4 d'ici ans. 4 ans, ce serait, si on fantasme un peu, ce serait d'avoir d'avoir une sorte de mini-agence de conseil Ouais, sur le avec un design. petit sociologue, un graphiste. Je peux faire ma liste de courses. Mais voilà. Et des designers de service. Ok, d'accord. Moi, je rejoins Cécile ou totalement. Alexandra, vous avez déjà un rêve? Oui, moi, je rejoins totalement. L'objectif que je m'étais fixé quand je suis arrivée en tant qu'apprenti, c'est déjà réussir à avoir plus de process design de service plutôt que d'avoir des demandes qui étaient très ponctuelles sur des besoins. Et surtout d'avoir un poste à temps plein et interne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi pour l'instant. Alors sur le poste interne, c'est quelque chose que j'ai réussi par des chemins un peu détournés, parce que j'ai pris un poste à la base d'infographiste en CDD pour réussir à imposer un poste de designer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, commencer à reprendre les rênes et de gérer un apprenti, ça permet de voir un peu plus loin. Donc je dirais qu'aussi, le prochain objectif, c'est d'avoir des méthodos plus complètes sur davantage de projets. Parce que pour l'instant, j'ai pu le vivre que sur 1 ou 2 projets depuis que je suis là. Et puis, donc au niveau process, et effectivement, d'avoir peut-être une équipe un peu plus conséquente. Si on pouvait avoir un autre designer qui soit au moins au démarrage sur des CDD de 2 ou 3 ans, ce serait vraiment top. Parce que pour l'instant, c'est des apprentis d'1 an. Et c'est difficile tous les ans. C'est hyper enrichissant parce qu'il y a un apport de connaissances. Et puis, souvent, je dois suivre aussi un peu leur sujet de mémoire. Alors, je ne suis pas tuteur, mais je m'y intéresse. Donc, ça, c'est hyper enrichissant et hyper dynamique. Mais d'avoir quelqu'un qui pourrait rester ne serait-ce que 2 années d'affilée, ce serait énorme parce que bah, les apprentis, c'est au bout d'1 an qu'ils commencent à maîtriser un peu vraiment l'environnement et être plus à l'aise. Ils peuvent être plus autonomes sur certains bouts de projet au moins. Et pour l'instant, ça, c'est encore quelque chose qui me manque un peu. Donc, je dirais que constituer une petite équipe, ce serait vraiment top. Au moins de 2 pour démarrer doucement. Ok, d'accord. Cécile, Et toi, puis, tu peux bah, partager? au sein de la région, ouais. Au sein de la région Bretagne, bah, j'ai plutôt bon espoir que ça commence un peu à avoir des designers qui prolifèrent un peu de partout dans le service parce que bon, déjà le laboratoire TILAB où Benoît Valory est présente en designer. On a Juliette Blond qui travaille en tant que designer à la Transfo. Moi, je suis arrivée, donc, du coup, ça fait presque 1 an au sein du département du tourisme. Donc, je me dis que, et puis chacun, on a aussi pu avoir des apprentis. Donc, au final, dans la région Bretagne, on est 6. Donc, ça commence à faire. Et je me dis que d'ici 4 ans, si potentiellement, dans certains services, effectivement, ça pouvait germer que des designers pouvaient prendre à part entière des projets et puis être vraiment, on va dire, rattachés à un service, ce serait vraiment chouette. Ok, d'accord. On a fait le tour du coup. Eh bien, on s'approche très très fortement de la fin de notre table ronde.
Ça, je voulais vous remettre que la prochaine date pour notre futur table ronde, c'est le 24 septembre. Pour les personnes qui sont encore là, aux 20 personnes qui restent là. Regardez si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Ce ne sera pas les mêmes intervenantes et pas les mêmes animatrices, en l'occurrence moi. Merci beaucoup les filles de votre temps et de vos anecdotes et du partage profond de ce que vous nous avez partagé. Et ben, je vous dis à très très vite. Et puis bon appétit, bonne fin de semaine et bon week-end, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. Anaïs et bravo pour ton animation de cette table ronde. Ouais. Au revoir à Merci tous. beaucoup, au revoir. À bientôt. À bientôt.